plus d'argent avec moins d'efforts? Est-ce que c'est le fun? Pas bien. Alors, j'espère qu'on va être en mesure, avec des exemples concrets, de vous permettre de pouvoir faire en sorte de vous amener à réfléchir sur certains aspects. Avant de commencer, on a des questions pour vous. Je sais que tantôt, on a fait lever la main pour savoir qui faisait de la rénovation, qui faisait de la construction. Vous allez voir que les exemples qu'on va donner aujourd'hui puis les choses qu'on va discuter peuvent s'appliquer souvent autant à la construction qu'à la rénovation. Alors, ça sera pour les deux parties ici de s'ajuster un petit peu par rapport à leur réalité. Alors, question, est-ce que vous travaillez fort? Non. OK, Sam, tu étais exclu en partant de la question. On travaille-tu fort en arrière? Oui, on travaille fort. OK. Est-ce que vous faites du service après-vente? Est-ce qu'il y en a qui... Oui, tout le monde fait un petit peu de service après-vente, d'une certaine manière? Oui? Oui? OK, good. Est-ce que vous avez beaucoup de temps pour vous? Ah, puis là, c'est non. Là, c'est là qui vont dire oui, oui. Non? Vos enfants, vous appellent-tu monsieur ou madame? Et la question, est-ce que vous faites de l'argent? Mais est-ce que vous faites de l'argent à l'heure? Si vous regardez le nombre d'heures que vous passez versus le montant qui vous reste à la fin de l'année. Alors, si vous regardez vraiment les honoraires qui vous restent à la fin de l'année dans vos poches, vous regardez l'argent que vous avez fait divisé par le nombre d'heures que vous avez passé, est-ce que vous allez considérer que vous faites vraiment de l'argent? Alors, toutes ces questions-là doivent vous amener à vous poser des questions. Ça doit vous amener à réfléchir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous aujourd'hui. Donc, Linda a déjà fait les présentations. Elle a bien suivi ce qu'on avait écrit. Alors, on ne reviendra pas nécessairement sur l'idée ici. Donc, notre objectif aujourd'hui, on veut vous faire réfléchir. C'est pas d'avoir des réponses à tout, mais c'est de vous apporter une certaine réflexion sur vos manières de voir la construction, de voir vos fournisseurs, etc. Alors, c'est vous faire réfléchir. C'est l'objectif. Ensuite de ça, vous faire prendre conscience que la résistance au changement est un frein à l'innovation et la rentabilité. Si, quand on apporte un aspect, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de dire « Ouais, mais pas de même ça marche dans la vie ». Si c'est la première réaction que vous avez, ça veut dire que vous êtes un humain normal, parce que l'humain résiste au changement. C'est tout à fait... C'est ça, OK? Et la deuxième étape, c'est de dire, ouais, le gars, avant, quand il a commencé sa présentation, il m'a dit que si je me posais cette question-là, il fallait que je passe à la deuxième étape, qui était de dire, OK, je vais écouter, voir s'il y a vraiment quelque chose qui peut changer ici. Alors, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre aujourd'hui. Faites attention. La résistance au changement va vous empêcher d'évoluer. Alors, c'est ce qu'on aimerait vous voir faire réaliser. Et finalement, ce qu'on veut, c'est vous amener à être plus heureux au travail et dans votre vie. Alors, si vous avez plus de temps pour vous, si vous avez plus d'argent dans vos poches, je pense que tout le monde va être plus heureux, incluant vos enfants qui vont peut-être finir par vous appeler par votre prénom, ou à la limite papa ou maman. Alors, est-ce que vous êtes prêts à ce que vos 3 prochains projets vous coûtent 5 % plus cher? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Seriez prêts à ça? Les 3 prochains projets que vous allez faire vont vous coûter 5 % plus cher. Mais tous les autres prochains projets vont vous coûter 5 % de moins. Si vous n'êtes pas capable de faire la première étape, ça ne sert à rien d'écouter le reste. Alors, ça veut dire que pour faire du changement, il faut vous tomber dans une zone d'inconfort. Cette zone d'inconfort-là va vous coûter de l'argent. Mais une fois que vous avez passé l'inconfort, vous allez réembarquer dans une zone de confort. Et c'est cette fois-là que vous allez recommencer à faire de l'argent, mais plus que vous faisiez avant. Alors, c'est le minding dans lequel vous devriez vous trouver pour pouvoir avancer, en fait. Où se cachent vos profits et votre temps? Vous pensez? Quelqu'un qui a une réponse? Là, je vois Benoît sourire, lui, c'est la réponse. C'est tes enfants qui te prennent. C'est bon si tes enfants te prennent du temps. Le profit, c'est ta femme.
Alors, où se cachent vos profits et votre temps? Le premier endroit que se cachent vos profits et votre temps, c'est dans votre conteneur à déchets. Chaque petit bout de matériau, chaque 2x4, chaque retail qui se retrouve dans le conteneur à déchets, c'est un matériel que vous avez acheté, c'est un matériel que vous avez transporté, c'est un matériel que vos ouvriers ou vous-même avez coupé et qui se retrouve en bout de ligne dans le conteneur à déchets. Donc, une des premières places que vous devez voir vos profits et votre temps, c'est là-dedans. Jean-Sébastien, tantôt, va nous donner plusieurs bons exemples pour vous permettre de réduire justement le contenu à l'intérieur de ce conteneur à déchets-là. Ça va? Deuxième endroit où est-ce qu'on va perdre, où est-ce que se cachent nos profits et notre temps? Dans le service après-vente. Il est pernicieux, le service après-vente. On ne le sent pas, on ne le voit pas tout le temps. Il n'y a pas toujours une facture qui vient avec. Mais si vous regardez réellement le temps que vous prenez à revoir certaines pratiques, à aller corriger des situations, vous allez vous apercevoir en fait qu'en bout de ligne, il y en a du temps qui est mis là-dedans. Et ce temps-là, malheureusement, c'est un temps qui est souvent négatif. Parce que le service après-vente vient d'un irritant que le client vit. Alors, si c'est un irritant que le client vit, c'est de l'insatisfaction en bout de ligne. Alors, cet aspect-là du service après-vente va aussi être un autre aspect qu'il va falloir que vous regardiez. Et la troisième chose, où s'en va vos profits et votre temps? Dans les poches de vos sous-traitants et vos fournisseurs. Alors là, ça reconnaît plus un petit peu. Là. On sourit un peu plus. Alors ça aussi, c'est encore un autre aspect qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va améliorer tout ça? On va traiter aujourd'hui de 3 points principalement. Ça peut être plus large, mais les 3 points qui sont là sont critiques. D'abord, la conception et la planification optimale. De quelle façon on va être capable de concevoir et planifier la construction pour justement éviter les pertes de temps, les pertes d'argent. Le respect des exigences des codes. Oui, le code va vous faire sauver de l'argent. Non, lancez pas de tomates, rien, là, ça se peut. Et l'achat logique et responsable. Donc, la relation avec vos sous-traitants, la relation avec vos fournisseurs, c'est un autre aspect que qu'on va regarder aujourd'hui et que vous permettre de réfléchir sur cette approche-là. On commence avec la conception optimale. Bon. Ça, c'est une de mes parties. Vous m'excuserez pour ma voix. J'ai un rhume ces temps-ci, fait que normalement, elle est un petit peu plus clair que ça. Tu peux passer. Plus la conception est bonne, moins on a de problèmes, puis moins on va avoir de surprises. Plus la conception, puis aussi la planification, évidemment, va être bonne, moins on va perdre de temps puis courir pour aller chercher des matériaux, des trucs comme ça. Aussi, on va avoir moins de chevauchement de travaux. Puis, on risque moins d'avoir des accidents si c'est bien fait, puis qu'on a bien planifié nos choses. Un des points, tantôt on parlait des rebuts dans les conteneurs. Bon, moi, au niveau du service après-vente, ça fait quelques années qu'on s'est attardé beaucoup davantage à ça. Je vais pouvoir en parler tantôt. Au niveau des conteneurs, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques semaines, quelques mois, je dirais. Ça a commencé quand mon acheteur, David, est venu me voir puis il me dit, il va falloir qu'on fasse de quoi. Le prix du bois a tellement monté ce mois-ci. Puis là, on parlait de quelques dizaines de pourcents. Ces derniers temps, probablement que vous avez vécu ça, vous autres aussi, en tout cas, j'imagine. Sinon, soit qu'on avait des prix très avantageux avant ou bien qu'on s'est fait avoir, là, mais bon. Mais je pense bien que vous l'avez vécu, l'augmentation du prix du bois ces derniers temps. On parle de 25-30 % dans ces eaux-là, tout dépendant des trucs. Là. Étant donné que c'est à la hausse, on a vraiment avantage à commencer à s'intéresser à la perte qu'on a puis tout ce qu'on envoie dans nos conteneurs. Donc, évidemment, pour limiter la perte, ce qu'il faut faire, un des trucs qu'on a tendance à faire, c'est on a plein de dimensions impaires dans nos constructions. Fait que quand on fait de la conception,
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, souvent, je suis impliqué dans la conception, planification de mes travaux au niveau du design sur l'aménagement des unités, etc. Puis, on tient souvent pas compte de ça, mais à toutes les fois qu'on a des dimensions impaires, on a du gaspillage. Fait que un problème que moi j'avais, c'est dès qu'on arrivait dans un projet, si on achetait principalement les terrains d'un promoteur, c'était pire encore. Quand c'est nous, c'est moins pire. Quand on est propre promoteur, ça va bien parce qu'on développe nos terrains en fonction des modèles qu'on a. Mais quand on travaille chez un promoteur externe, on va avoir un terrain d'une largeur X, on enlève la marge latérale, puis là, mettons qu'il nous reste, je sais pas moi, on peut faire une maison de 23 pieds, 8 pouces. Fait que là, on va faire des modèles probablement de 23 pieds, 6 pouces ou des trucs comme ça. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'on se ramasse avec plein de pertes. Là, c'est une mesure qui est pas si pire, là, 23 pieds, 6 pouces, mais imaginez si c'était 22 pieds et 6 pouces. Vous venez de perdre 1,5 pied à toutes les poutrelles que vous avez, s'ils sont transversales à la maison. Là. Fait que, puis là, ils seraient hautes là, à 21 pieds. Mais c'est des choses qu'il faut faire attention. La grandeur de la maison, oui, est importante. Il faut que ça réponde aux besoins qu'on a. Puis souvent, on est limité au niveau des villes, mais c'est pas le terrain. Le terrain va nous dicter certaines choses, mais se concentrer sur les dimensions pour essayer de limiter les pertes, je pense que c'est une bonne idée. Je vais vous montrer des exemples tantôt. Les ouvertures aussi dans les murs. Souvent, on a tendance à mettre des fenêtres avec des mesures. C'est pas vraiment, on n'a pas pensé à ça à part peut-être le respect de la norme egress. Là. Mais on va les placer n'importe où. Si on les fait avec des dimensions que ça donne entre des studs ou entre deux séries de studs, là, bien, on va se ramasser avec moins de pertes. On sauve des studs à toutes les fois. Fait que c'est des éléments qu'on a commencé. Moi, j'ai commencé à regarder puis dire pourquoi mettre la fenêtre puis me rajouter un stud de plus si je peux la déplacer de 6 pouces puis que je viens l'enlever, le stud. Si je fais ça à toutes mes maisons, on en fait, nous autres, chez nous, cette année, ça va être un peu plus de 140 unités qu'on va avoir fait. Fait que si je fais ça puis que j'ai mettons, 10 fenêtres dans chaque maison, ça a un impact important. Puis ça va avoir le même effet sur, exemple, les panneaux extérieurs ou d'autres trucs comme ça. Tu peux aller à la prochaine. Vous donner un exemple. Ici, j'ai une maison que j'ai pris. C'était une maison sur un de mes projets à Mascouche. La maison fait 19 pieds de large. Ce qui est important, là, c'est surtout la charpente de bois puis le revêtement intermédiaire. Regardez, j'ai 5069 $ avec une liste de prix. Là, ce que j'ai fait, là, c'est que je n'ai pas pris mes listes de prix personnelles. J'ai demandé à un de mes fournisseurs de me remettre une liste de prix standard là, pour le bien des calculs ici. Puis, le revêtement intermédiaire, donc le Dry Guard ou l'Adventec, ou peu importe la sorte que vous achetez, 1263 $. Ça, c'est une maison que je fais à Saint-Jérôme. Il n'y a pas le... Oui, bon, OK, excusez. L'autre, c'était pour montrer les panneaux. On y retournera tout de suite après. Regardez le bois de charpente. Là, je tombe en bas de 5000. Puis, avec le revêtement intermédiaire, ben mine de rien, pour la même superficie de maison, les deux maisons ont exactement 652 pieds carrés. C'est au pied carré près, là. Puis, on économise 6 % de bois puis 8,5 % sur le revêtement intermédiaire, juste en utilisant des mesures paires. C'est une économie de 400 $ dans ce cas, de 435 $ à peu près. Tu peux retourner juste à l'autre avant. Juste pour savoir, tu as fait quoi? Tu es parti de, tantôt, parce qu'on ne voit peut-être pas bien les chiffres, là. Ici, tu avais quelle dimension en bas, là, sur la largeur de ton bâtiment? C'était 19 et 8, je crois, puis dans l'autre sens, c'était 35 pieds. Et là? Ben, dans ce cas-ci, on est à 20 pieds, puis la profondeur, c'est 36. OK. Fait que avec les décrochants en avant, ça donne exactement la même superficie.
Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on est allé calculer les panneaux parce qu'on a tendance à arriver, on est en tas de pieds carrés, on se ramasse avec, on divise ça par 32 puis on met de la perte, puis ça nous donne le nombre de panneaux. Quand on faisait ça avec notre ancienne façon de faire, c'était 23 panneaux que ça me prenait pour la maison. Puis, en les calculant comme il faut, en pensant comme le menuisier le fait, là, il ne commencera pas par l'endroit qu'il y a des checks, là, il commence par un endroit droit. Ça me donne 19 panneaux. Mais c'est parce que si j'en commande 4 de plus, oui, il peut peut-être s'en servir pour le deuxième plancher, mais on risque de s'y faire voler aussi. Puis on risque, quand on arrive à l'autre plancher, bien, les commandes, ils partent toutes de mon bureau, donc au plancher suivant, on en commande 23 encore. Puis dans les mesures impaires, je n'avais besoin de 23. Mais dans les mesures paires, je n'ai besoin de juste 19. Fait que ça va vite. Imaginez dans un immeuble à condo, qu'est-ce que ça peut donner. On peut continuer. Bon, ça, c'était le même exercice. Après ça, je me suis attardé, je me suis questionné sur l'importance d'avoir... Nous, on mettait les studs tout à 16 pouces partout. Là. Fait qu'on... Là, je me suis questionné à me dire, puis je suis ingénieur, peut-être qu'on est plus stressé que les autres, là. Mais je me suis questionné à me demander... Plus stressant, en tout cas. Plus stressant, moi. Désolé. Je me suis questionné à savoir, tu sais, à un moment donné, si je le ferais calculer par un ingénieur réellement, ben, en principe, il devrait arriver avec des données qui sont moins exigeantes légèrement que le code le demande actuellement. Parce que le code, quand ils mettent des données dans des tableaux, ils sont protégés puis ils ont des facteurs de protection qui sont plus élevés que ce qu'on calcule quand on arrive en conception de structure. Donc, une autre affaire, c'est qu'on se ramasse avec plus de ponts thermiques. Oui, on les coupe, les ponts thermiques, mais même à ça, ça nuit à la performance de notre mur. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti, tout avec du 16 pouces, j'ai mis tout avec du 24. Évidemment, il y a des exceptions là, qu'il faut faire attention. Dans ce cas-ci, j'ai pas de mur nain, fait que ça va bien. Je pouvais mettre 2 niveaux, un plancher plus un toit supporté. Même les murs porteurs du rez-de-chaussée peuvent être à 24 dans ce temps-là. Donc, ça me donnait une économie de 11,7 % de bois. Les quantités, là, le nombre de studs, c'est vraiment important. Là. On sauve à peu près peut-être un 20-25 % des studs. Là. Les lisses, évidemment, restent les mêmes. Fait que c'était 558 d'économie. Une affaire à faire attention, c'est que quand on est vis-à-vis de la brique, ça va bien, on peut faire ça comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez garder votre garantie sur votre vinyle, sur votre revêtement de bois, on ne peut pas faire ça. Ils ne vous le garantiront pas. S'il arrive un problème, ils vont dire que c'est votre faute. À part de ça, au niveau des divisions, là, comme je disais tantôt, si on se ramasse dans un 3 étages, au sous-sol, vous ne pouvez pas être à 24 pouces. Il va falloir que vous soyez à 16, puis si vous avez un étage additionnel, c'est à 12. Fait qu'il faut juste pas prendre ça comme du cash, puis allez pas mettre à tout faire 24 pouces. Là. Vous allez peut-être avoir des problèmes sinon. Fait que les choses importantes, c'est de comprendre que ça marche en fonction du nombre de planchers qu'il y a en haut, puis la toiture. Puis ça marche aussi, faut tenir compte du revêtement extérieur pour ça. On peut passer au prochain. Au niveau des poutres et des solives, je suis arrivé à... Là, j'ai eu une surprise, là, parce qu'en préparant la conférence, j'ai dit, j'avais pris 2 modèles types, puis là, j'ai décidé de prendre les mêmes modèles. Je me suis dit, je vais faire soumissionner les 2 modèles pour avoir le prix d'aujourd'hui. Là, il date de peut-être une semaine, le prix. Puis j'ai eu des surprises. Je vais toutes vous expliquer ça. Tu peux passer au prochain point. Fait que, arrête. Il faut favoriser l'installation des poutres idéalement sous les solives, OK? Ça, l'objectif de ça, c'est plus pour la mécanique. Puis, une autre affaire, c'est que moi, je m'en suis servi. Je viens de me bâtir présentement. Dernièrement, j'étais encore en train de le faire. C'était à veille de finir. Mais j'ai mis des beams apparents. Ça m'a coûté 200 $ de plus pour acheter des beams Nordic Lam. Je les ai mis en dessous. J'ai même pas besoin des capets en gyps parce que je suis une maison unifamiliale. Puis, je m'en suis servi pour le design. Fait que j'ai mis ça à la place. Puis,
les gars de ventilation, ben, ils passaient. J'ai pas de boîte nulle part au rez-de-chaussée. Il n'y avait aucun obstacle pour ma ventilation. On peut aussi favoriser, mais idéalement, des solives ajourées pour le passage des conduits. C'est plus cher. Si vous ne réussissez pas à avoir d'escompte de votre fournisseur de ventilation, ce qu'il devrait faire, tant qu'à moi, mais nous aussi, on a le même problème. Ils ne veulent pas baisser. Ben, ça ne donne rien. Vous êtes mieux de le laisser, les poutrelles en I, puis qu'ils s'amusent à faire des trous, mais en autant qu'ils font les trous en conformité avec les grandeurs qui ont le droit. Les aires ouvertes, vous allez le voir dans mon exemple après. Quand l'air est vraiment ouverte puis assez grand, ça coûte une fortune. Les poutrelles sont obligées d'être vraiment épaisses, vraiment hautes, là. Les LVL qu'on a utilisés, on se ramasse avec des LVL quadruples. C'est une problématique, puis ça fait exploser le coût littéralement. Là, on va le voir après. Le dernier point, c'était de favoriser évidemment des portées le plus court possible. Ça vous permet d'utiliser des plus petites poutrelles. Puis nécessairement de réduire les coûts. Donc, le premier modèle, c'est un modèle... J'ai pris le premier modèle, puis j'ai pris lui qui était avec des mesures impaires. Fait que là, je me suis dit, j'ai dit, celui-là, il va me coûter plus cher, c'est une évidence. Puis, j'ai reçu la soumission qui est à la page suivante. 2140, les poutrelles pour les deux planchers. Fait que, après ça, j'ai pris mon autre modèle, qui est un air plus ouverte, là, parce qu'il n'y a pas l'escalier qui vient un peu bloquer le chemin. Puis lui, il est en mesure paire. De la façon qui était faite, là, vous le voyez, il y a le LVL en plein milieu, qui va s'accoter sur le bord du mur de l'escalier, puis les poutrelles sont d'avant en arrière. Évidemment, les portées sont grandes. Fait que ce que ça l'a fait, on peut aller à l'autre diapo. Le prix pour cela, 2960. Ça coûte 820 $ de plus pour le même nombre de pieds carrés parce que puis je suis dans des dimensions. Imaginez, ça serait pire encore si j'avais eu des dimensions paires. J'aurais pas eu de perte d'un poutrelle parce que avec ces dimensions-là, là, à toutes les poutrelles, là, on coupe à peu près un pied là, dans le cas du modèle le moins cher. Fait que ce qui s'est passé, c'est que si on retourne à l'autre avant, celle-là, le problème, c'est que dans ce modèle-là, on a un LVL quadruple en plein milieu. Je suis de la poutrelle de 11 et C8 de haut. Tandis que tantôt, j'avais deux LVL, mais c'était des LVL doubles au lieu d'être quadruples. Puis, on avait des poutrelles de 9,5. Ça change le prix énormément. Puis, il était à 16 pouces. Fait qu'en plus, dans l'autre modèle, avec des portées courtes à 16 pouces, je me ramasse à être conforme à l'exigence, à un des points que GCR veulent me donner un point sur le rapport de un point de plus, là, je ne sais pas comment ils vont marcher exactement. Là. Fait que on répond à une de leurs exigences. Les prix qui sont là, notre façon de calculer chez nous, c'est tout le temps L sur 4,80. Fait que quelqu'un qui respecterait le col, ben, il sera en bas de ça encore. Là. Mais moi, je le mets tout le temps plus rigide, puis c'est principalement à cause entre autres, les laveuses frontales là, qui nous créent des vibrations. Fait depuis qu'on a transféré ça à L sur 480, j'ai plus jamais eu de problème à ce niveau-là. Puis du service après-vente pour essayer d'aller rigidifier un plancher quand vous avez des laveuses frontales qui font vibrer toute la structure parce que ça tombe dans la même fréquence naturelle, c'est vraiment compliqué à régler. Juste savoir, Jean-Sébastien, dans ton calcul de prix, là, toi, ton économie ou bien ton surcoût dans ce cas-là, c'est sur les poutrelles uniquement. Oui, là, c'était rien que les poutrelles. Tes poutrelles les plus longues, tu avais combien, tu disais, de hauteur de poutrelle? Dans le cas de ce modèle-là, les plus longues, c'était 18 et 16 les longueurs. Fait qu'en arrière, sont 16, en avant, sont 18. Puis la hauteur de poutrelle, c'est combien? C'était 11 et C8. Puis dans l'autre cas? Dans l'autre cas, c'était 9,5. Puis juste là, mettons que c'est juste la façade, vous avez de la brique, là, comme la plupart de mes projets, là, vous vous ramassez avec une économie de 200 $ sur juste la façade. Si vous avez de la brique tout le tour, c'est 600 $ de moins en ayant de la poutrelle 9,5 sur les deux planchers en plus. OK. C'est là que je voulais aller. C'est bon. Au niveau des escaliers, les escaliers, je ne sais pas si vous utilisez des escaliers préfab. Nous, c'est ce qu'on fait. Ils ne sont pas faits sur place.
Quand c'est fait sur place, ça a moins d'impact comment que l'escalier est conçu. Quand c'est fait en préfab, les prix là, peuvent varier. Un escalier de 2500 à peu près, les moins chers pour un escalier de sous-sol en merisier naturel. Puis ça peut monter, là je parle d'escaliers standards, là. On n'est pas dans des escaliers haut de gamme à pu finir avec des limons centrales, etc. Mais normalement, nous autres, chez notre clientèle, ça va monter jusqu'à 6 000, 6 500, 7 000 max. Des fois, on a des maisons, il y a des maisons où ce qu'on a des escaliers, ça nous coûte tellement pas cher. Là, ça nous a amené à se questionner qu'est-ce qui crée ça. La moitié du coût de l'escalier, à peu près, c'est les rampes. Plus vous avez de rampes, plus ça coûte cher. Fait que si vous avez un escalier tout ouvert, la moitié du coût que vous allez avoir, c'est les rampes. Un escalier de sous-sol, il n'y en a pas de rampe. C'est pour ça que ça coûte environ aux alentours de 3 000 normalement. Donc, un truc pour économiser, bon, les marches d'angle, ça coûte cher. Il faut favoriser, c'est ça, des escaliers à paliers, des escaliers, tu sais, type en U, ou un escalier droit, là, ça c'est encore moins cher. Puis s'il peut être dans le sens, quand c'est un escalier droit, s'il peut être dans le sens des poutrelles, qui est le prochain point, je crois. Non, c'était le dernier finalement. Non, c'est ça. Si on peut favoriser l'escalier dans le sens des poutrelles, c'est beaucoup plus simple au niveau structural. Fait que on économise des coûts. Puis là, je mentionnais la quantité de rampes, je l'avais dit avant. Fait que toutes ces mesures-là, mais ça permet de limiter la perte des matériaux puis d'économiser de l'argent. Ça diminue les temps de réalisation. Dans le cas des escaliers, dans des escaliers avec un palier, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre la rampe continue. On arrête un poteau, on repart après. Fait qu'on va ça va tout le temps avoir un impact puis faire baisser les coûts de l'escalier. Au niveau des fenêtres, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Moi, c'est un fournisseur. Bon, les fenêtres, là, ça coûte tout le temps trop cher. Je viens d'en acheter chez nous, ça a coûté une fortune. Puis, ça m'a coûté le prix de 4 maisons que je fais normalement. Fait que, bon, vous allez dire que tu avais juste à pas abuser, là, mais bon, j'aime la clarté. Fait que, puis j'ai mis du verre triple vitrage, etc. Je me suis gâté. Fait que, non, il n'est pas par balle. Je suis pas italien, moi, Joe. Ah oui, OK. C'était une blague. Donc, les dimensions des fenêtres. À un moment donné, je me suis ramassé, je parlais avec un de mes fournisseurs, puis je lui demandais, c'est comment je pourrais réussir à baisser le coût des fenêtres. Puis, eux autres, là, ils ont un prix au pied carré à peu près quand ils modulent leurs affaires. Fait qu'on leur ferait une petite fenêtre grosse comme un rien, puis elle ne coûterait pas vraiment cher. Puis, on leur fait une immense fenêtre, mais elle coûte le même prix au pied carré. Ils ne se cassent pas trop la tête sur leur façon de pricer leur fenêtre, là. Fait que je lui ai demandé, c'est quoi qui vous coûte le plus cher dans une fenêtre? Comment on pourrait réussir à diminuer ça? Une des parties qui est les plus dispendieuses sur la fenêtre, à part le PVC, que là, on a besoin d'avoir de toute façon, c'est le thermos. Puis le thermos, on en a besoin aussi. Mais le truc pour réussir à faire baisser le prix du thermos, ça serait de développer une collection, mettons, pour les contracteurs, avec toutes des dimensions de thermos, tu sais, peut-être avoir 2 dimensions de thermos différentes. Fait que l'objectif, c'est en ayant rien qu'une dimension de thermos, le fournisseur, quand il commande 20 000 livres de thermos ou 20 000 pieds carrés de thermos, peu importe, là, tout dépendant des fabricants, il y en a qui marchent en livres, il y en a qui marchent en pieds carrés. Mais le fournisseur avec qui je parlais, lui, son fournisseur, il est américain, il marche en livres. Puis, ce qu'il fait, c'est quand il y a 10 000 livres de même dimension de thermos, il sauve 25 % sur ses thermos. S'il en achète 20 000 livres, il sauve 50 % sur ses prix de thermos. Puis la raison pour laquelle lui est habitué de se casser un peu la tête sur ça, c'est qu'il fait des portes patio. Puis des thermos en livres, il en achète pas mal, toutes de la même dimension. Fait que
ce qu'il me dit, il dit, si tu peux développer des fenêtres qui ont des dimensions avec des thermos toutes des mêmes grandeurs, on pourrait avoir 2 fenêtres côte à côte avec un horizontal, puis qu'on a les 3 mêmes thermos, ou bien qu'on en met 3 un à côté de l'autre. Si on peut développer une collection semblable, bien, ça va avoir un impact sur le prix qu'on va arriver au niveau de la réalisation de la fenêtre. Fait que ça, c'était un point à travailler, évidemment, avec vos fournisseurs. Ils ne marchent pas tous de la même façon. Il y en a que ce n'est pas le cas. J'ai parlé avec un autre fournisseur dernièrement, puis lui, il me disait, nous autres, c'est pas compliqué, on les fait nous-mêmes, ça marche au pied carré. Fait que ça dépend des fabricants. Les fenêtres, ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver avec des mesures encore là qui sont paires, mais un peu plus petits que les mesures paires, pour être entre les studs, puis arriver pour sauver les montants, ce que j'ai mentionné tantôt. Le prochain point. Les dimensions des fenêtres, c'est ce que j'ai parlé avant. Quand on a un mur non porteur, le linteau il est inutile. Par contre, si vous avez une fenêtre une maison à 4 versants, là, vous êtes obligé de les mettre parce que vous allez avoir une petite charge de neige une petite charge au niveau du toit pour la neige qui va avoir un impact. Par contre, quand vous avez un toit à deux versants, bien, sur le côté en principe, d'habitude, le pan va en avant et en arrière. Donc, sur le côté, vous n'auriez pas besoin de mettre des linteaux. Un point vraiment important, ça arrive, ça m'est arrivé encore dernièrement. On a des fournisseurs, il y en a qui sont très, très alertes par rapport à ça, la norme egress. GCR, là, en ce moment, là, ils passent puis ils sont assez sévères sur ces questions-là. Puis souvent, la façon de régler ça, c'est pas simplement d'aller monter le sol autour de la maison. Parce que pas ça nécessairement. Le client, il avait peut-être pas vendu des margelles. Puis le problème que j'ai eu dernièrement, c'était sur une fenêtre coulissante. Puis une fenêtre coulissante, tu n'as pas le droit de mettre un limitateur d'ouverture. Il ne peut pas s'enlever, c'est pas simple. C'est pas comme une fenêtre à battant. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on cherche des solutions. Là. Je vais sûrement être obligé de la changer pour une fenêtre à battant avec un limitateur d'ouverture qui est autorisé. Là. Mais pour une fenêtre coulissante, ça ne l'est pas. Fait que faites attention à ça. C'est un point qui pourrait vous coûter de l'argent inutilement, mais si vous y pensez ou si votre fournisseur est un petit peu plus alerte, il va pouvoir vous économiser ce genre de problème-là. Donc, avant de passer au prochain point, de travailler avec le concepteur, de travailler avec le client pour pouvoir voir exactement le meilleur concept possible après que vous ayez réfléchi en fonction de vos matériaux et tout ça, ça serait comme vraiment la première chose à faire. Oui, bon, chez nous, on fait les choses un petit peu différemment. Là. Nous, la conception des plans de plancher, puis même souvent des façades, est faite à l'interne chez nous. Fait que dans ce temps-là, nous autres, on réfléchit, on en fait une partie du moins. Après ça, on se revient vers un technicien ou un architecte, puis on lui demande de le concevoir. Dans la plupart des cas, probablement que c'est votre cas, vous faites affaire directement avec le technicien ou l'architecte, puis vous lui demandez de faire des modèles. Bien, de travailler avec lui ou avec elle, puis lui demander de dimensionner les choses pour... Il faut lui demander, parce que sinon, ils vont vous demander le terrain, il va vous demander la marge, puis il va vous faire une maison qui est à côté de ses marges. Fait que, parce que ça l'aide pour ses aires de vie, puis ça fait des maisons qui sont peut-être un petit peu plus intéressantes en dedans, mais qui coûtent drôlement plus cher. Puis à la place, vous auriez pu le vendre aux clients, ce que ça coûte de plus par rapport à un modèle qui est standard. Good, parfait. Ça nous amène à notre deuxième volet, le respect des exigences minimales des codes. Bon, le code. Petit sondage ici. Quelle situation s'applique à vous? Le code de construction est un minimum, alors j'en fais toujours plus. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui... Non, êtes-vous gênés? Levez-la, la main. Bon, OK. Le code, c'est pour le bureau. Il n'est pas adapté à la réalité du chantier. Levez donc la main si vous êtes... Je suis sûr qu'il y en a qui pensent ça. C'est bon, parfait. Je ne fais que le minimum de ce que le code requiert. Tout le monde en fait plus, finalement. Dernière question. Le code, c'est quoi?
Le code civil. Oui, oui, la grosse affaire bleue, c'est la bibliothèque. Là. Que tu ouvres juste quand il faut que tu te retrouves à aller en cours. Alors, qui a écrit ça, le code de construction? C'est quoi ça, le code de construction? On fait juste un petit rappel là-dessus ici. Ça, c'est rédigé par le CNRC avec des comités d'experts de plusieurs domaines. D'accord? Je résume ça très simplement ici. Les fabricants vont travailler sur l'élaboration des codes. Des fabricants de toutes sortes de matériaux, que ce soit des matériaux isolants, que ce soit des matériaux de structures, de fenêtres, etc. Les concepteurs, il y a des architectes, des ingénieurs, etc., qui vont travailler dans ces comités d'experts-là pour établir ces normes-là. Il y a des constructeurs qui peuvent siéger sur ces comités-là aussi pour établir des normes sur le code. Les intervenants, donc tous les préventionnistes en incendie, des pompiers, des gens qui travaillent dans les sinistres ou qui travaillent dans les problèmes de salubrité des bâtiments vont faire partie aussi de ces comités-là pour déterminer des exigences. Et surtout, les assureurs. Les assureurs sont probablement les plus gros joueurs quand il vient le temps de mettre en place des normes et des exigences dans le code du bâtiment. Mais pourquoi ils font tout ça? À quoi ça sert, le code? Le code, ça détermine des exigences minimales, d'accord? Et tout ça pour assurer quoi? La sécurité du public. C'est pour ça qu'on dit que si c'est plus haut que 2 pieds, il faut que j'aille un garde-corps, etc. C'est pour la sécurité du public. Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, la salubrité du bâtiment. Il faut que le bâtiment soit viable. C'est pour ça qu'on parle, entre autres, de ventilation dans le cas du bâtiment. OK? La durabilité du bâtiment. Il faut que le bâtiment puisse durer dans le temps. C'est pour ça qu'on va parler aussi du soleil. Et l'efficacité énergétique. Ça, c'est la portion québécoise du Code, le Code de construction du Québec, qui a une section sur l'efficacité énergétique. Alors, on va parler aussi d'économie d'énergie là-dedans. D'accord? Alors, le Code sert à tout ça. Donc, de respecter les exigences du Code. Ceux tantôt à qui on a posé la question, puis qu'on a dit, qui fait plus que le Code? Levez donc encore la main, s'il vous plaît. OK. Si on fait plus que le Code, là, je ne me ferai pas les mains par certaines personnes, mais je ferai juste rappeler que le titre, c'est « Comment faire plus d'argent avec moins d'efforts ». OK? On va faire attention. Si on fait plus que le code, c'est qu'on est en train de dire que nous autres, on connaît ça plus qu'eux autres. On est en train de dire que le code, les architectes, les préventionnistes incendies, les assureurs, ne connaissent pas assez ça, pas assez exigeant. Ils vont en mettre plus, moi. C'est ce qu'on est en train de se dire, peut-être. OK? L'autre chose, oups, si on en fait moins que le code, bien là, c'est l'inverse. On est en train de dire que ces gens-là ne connaissent rien là, qui sont trop exagérés. Voyons donc, je pensais être trop sécuritaire pour les gens. Ils mourront un petit peu, c'est tout, là. On ne peut pas faire ça non plus, d'accord? Ça ne marche pas. Alors, l'idée de respecter les exigences minimales du code. Et tantôt, c'était dans la présentation avec Marco, entre autres, on a parlé des solins. Le code, il fait longtemps qu'il dit comment que les solins doivent être faits. Est-ce que tout le monde a toujours bien fait des solins? Pas vraiment. Alors, c'est pas vrai qu'on était plus exigeant que le code. Il a fallu que le code arrive encore avec des nouvelles exigences en pensant que c'était les exigences qui n'étaient pas correctes, mais c'était la mise en application qui l'était peut-être pas. Alors, de respecter les exigences du code, faites juste les respecter, point. Qu'est-ce que ça l'amène? Ça va amener une réduction des surcoûts. L'exemple de tantôt que Jean-Sébastien disait en disant que on n'a pas besoin de mettre des linteaux au-dessus des fenêtres quand le mur n'est pas porteur. Le code ne vous a jamais dit de le faire. Alors que si on regarde toutes les maisons, incluant les maisons à plus petit budget qui sont les bungalows où est-ce qu'on va avoir souvent un toit de 2 versants, s'il y a une fenêtre à gauche, il y a toujours un linteau au-dessus de la fenêtre. Puis on va mettre 2 par 10 ensemble pour une surface qui va vite avoir 3-4 pieds. Fait que ça fait l'équivalent d'un 2 par 10. Puis vous savez combien il coûte le 2 par 10 aujourd'hui? Je vais juste rajouter un truc. Juste pour que quelqu'un se mette à plus en mettre. Il y a des situations exceptionnelles. Là. Fait que si, mettons, les poutrelles sont de gauche à droite de la maison, ben là, mettez-en. Parce que le plancher repose au-dessus de la fenêtre. Fait que... Ça, c'est l'ingénieur qui parle. Oui. Juste pour vous faire des gaffes. Et après ça, vous dites... C'est Joël Legault et Jean-Sébastien Tremblay qui ont dit d'enlever tout ça. On va avoir un appel de quelqu'un.
Mais là, ils vont réécouter le tape, puis ils vont dire, ouais, il a dit un bungalow, c'est vrai, il n'y avait pas de plancher au-dessus du mur. Donc, c'est ça. En même temps, si vous respectez les exigences du code et vous vous concentrez à les rencontrer, ces exigences-là, c'est sûr que la GCR va vous aimer. Et quand la GCR vous aime, bien, ça vous coûte aussi moins cher dans le processus de frais au niveau de la garantie. Tout ça va ensemble. Réduction des appels de service. Si vous faites le code, je ne pas dit d'en faire plus. Faites le code, théoriquement, vous n'avez pas d'appel de service parce que ça ne coulera pas, ça ne bougera pas, ça ne fissurera pas. Et finalement, l'augmentation qui va de soi du service, de la satisfaction de vos clients. Vous mettez de l'argent en publicité. Hein, vous en mettez de l'argent en publicité pour aller chercher des clients. Bon, mais à chaque client qui se retrouve insatisfait, il lui va le dire à 7 autres personnes. Donc, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Travaillez sur la satisfaction de votre clientèle. Vous allez voir à quel point ça, c'est du marketing qui est payant. Jean-Sébastien. Oui, bon. Au niveau des solins, il y a, puis des fenêtres, on a les... Bon, dans le code exige de respecter la norme A440 qui porte sur l'installation des fenêtres puis des solins. Bon, de respecter ça automatiquement, comme Joël vient de dire, ça va limiter les risques d'infiltration. Ça va... En principe, vous allez avoir moins de scellants à faire à l'extérieur. Le caulking, ça ne sert pas à boucher, à venir empêcher l'eau de rentrer. Oui, là, mais c'est pas fait pour être à toute épreuve non plus. Ça limite les appels de service, comme Joël vient de dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis au niveau là, des solins. Okay? Je ne parle pas de toutes les fiches de GCR. Là. Il y en a que j'ai des... Il y a des fiches que, des fois, moi, je ne fais pas de la même façon parce que j'aime moins la technique. Là. Je pense, entre autres, au balcon, là, la fixation des balcons de la façon qu'ils le font. Mais bon, au niveau des solins, on a commencé à appliquer ça chez nous. Puis l'autre jour, j'étais au congrès, puis j'entendais quelqu'un qui parlait, puis il dit « Ouais, là, les maçons ne veulent pas le faire, ils disent que c'est pas conforme, etc., etc. » Moi, je suis allé voir mes maçons, puis je suis arrivé avec la fiche technique de GCR, qui est celle-là. Puis, je leur ai amené de l'aluminium. Je me suis attardé à la regarder, puis essayer de comprendre comment je vais réaliser ça. Parce que c'était pas, dans ma tête, c'était pas si simple que ça. Là. Fait que je suis allé voir un de mes maçons, j'ai demandé, j'ai dit, garde, j'ai dit, j'aimerais ça le tester, puis tant qu'à y être, je vais le tester chez nous, au lieu de le tester sur la maison d'un de mes clients, puis après ça, je regrette. Au moins, si chez nous, ben, je ne ferai pas vivre des trucs à mon client. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé avec j'ai fait fabriquer les solins en aluminium, parce que là, j'avais pas besoin de les mettre en acier en passant. Là. Fait que j'ai fait fabriquer les solins en aluminium, puis je suis arrivé avec une pince, puis j'ai dit au maçon, mais regarde, qu'est-ce que tu dirais si on les faisait comme ça? Ça te simplifie-tu la vie? Ça te l'augmente-tu? Ça te complique-tu la vie? Ou bien ça change rien? Fait que il a regardé tout ça, puis je lui ai montré comment faire. J'ai dit, gars, ça se plie de même. J'avais eu le cours du ferblantier. Puis j'y ai laissé les pinces, puis j'ai dit, garde, si t'es père, tu t'en rachèteras d'autres, mais les premières, je t'les donne, fait que c'est pour t'encourager à faire ça de même, puis moi, je vais avoir moins de troubles avec les inspecteurs. Fait qu'on l'a fait. Le maçon, ce qu'il me dit, il dit, c'est bien plus simple à réaliser, j'ai moins de membrane, parce que la membrane, là, moi, je suis un petit peu... Quand je me ramasse avec un rapport d'inspection de GCR, moi, tout ce que je peux contester, je vais le contester. Fait que c'est dans ma nature. Si je ne suis pas d'accord avec eux, je vais le faire. Fait que il y a bien des maisons dans le passé où il arrivait, puis là, il disait on voit pas le nez astral dépasser. Fait que là, on n'est pas sûr qu'il y a une membrane ou on n'est pas sûr qu'il est présent. Puis ils veulent qu'on le laisse dépasser. C'est plus pour savoir s'il est là, quasiment. Là. Fait que... À l'occasion, je démanchais les jobs au-dessus d'une fenêtre pour aller leur montrer, regardez, ça a été fait. Mais quand tu arrives pour prendre la photo de comment ça a été fait, là, parce que les gars, ils font souvent avec de la membrane autocollante, c'est pas chic. Fait que là, après ça, j'étais quasiment gêné d'envoyer ça chez GCR. J'avais peur qu'ils me disent, ouais, il s'est pas forcé pour la coller, là, mais bon. Fait que, en le faisant de cette façon-là, l'avantage, c'est qu'ils le voient, ils me feront pas démancher, fait que je sauve de l'argent, puis c'est pas plus compliqué que ça l'était. Puis ça me coûte pas plus cher non plus. Fait que puis j'ai plus besoin de le mettre en acier comme je mentionnais parce que le fer-angle est en haut. Dans le fer-angle, là, on met rien. Il est en acier galvanisé. Fait que lui, il n'a pas besoin de rien avoir.
Puis en dessous, ben, l'eau, si elle passe en arrière du mur, ben, elle va tomber nécessairement. Il ne faut pas oublier de mettre il exige d'avoir le truc grillagé, là. Fait que c'est ça. Mais moi, c'est une de mes expériences dernièrement. Là, on l'a changé, nous autres, ça fait peut-être 3 mois. Puis ça fonctionne bien, c'est pas compliqué à réaliser. Le gros hic avec ça, là, c'est l'étanchéité à l'air. Là, tu te ramasses qu'elle se fait. Il y a une petite faiblesse à ce niveau-là. Là. Fait que c'est le gros problème avec cette technique-là. Là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est le scellement, on le fait avant, puis après ça, on vient remettre une membrane sur le dessus. J'ai mis dans le guide des fiches techniques que la PCHQ a fait, la PCHQ Montréal Métro a rajouté des fiches techniques qui sont pour le développement durable. Fait que si vous changez vos façons de faire puis vous sauvez un peu d'argent, il y a des endroits que vous pourriez investir un petit peu, puis des fois, ça ne coûte pas grand-chose, puis ça va vous en faire en sauvant encore plus. Juste vous donner une idée, là, nous autres, on est monté à 200 quelques maisons pendant une année ou deux. Dans les années suivantes, là, j'ai eu des fois jusqu'à 1,5 million en service après-vente. Puis on donne un super bon service, là, c'est pour ça peut-être, là, mais sauf que dernièrement, puis moi je voyais ça, ça me faisait capoter, là, parce que de voir les montants qu'on pouvait mettre là-dedans. Puis en changeant nos pratiques et tout, puis j'ai pas un volume qui est bien, bien plus petit, on s'est ramassé qu'on est un peu au-dessus de 100 000 en service après-vente. Puis il continue à baisser. En 2012, c'était mon pic, puis ça a tout le temps baissé après. Mais on a commencé à appliquer des manières de faire du guide technique avec les fiches durables. Donc, celle-là, c'est de mettre des solets métalliques. Moi, je ne le mets pas sur tous mes projets. Je le mets quand j'ai de l'isolant extérieur sur les fondations. La moitié des maisons qu'on construit, on les fait avec isolation à l'extérieur partout. Fait que là, dans ce temps-là, vous avez comme pas bien le choix de le mettre. Fait que tant qu'à y être, on l'a fait comme il faut, puis on s'en est servi aussi. Sinon, ben, je l'ai fait, on le fait à l'occasion à d'autres endroits aussi, mais c'est quand même une bonne pratique à avoir. Ça, c'est toutes les maisons que je construis depuis peut-être 2-3 ans. On met le matelas drainant en arrière. Ce que ça fait, ça, c'est que les maçons, là, on a beau leur dire de faire attention puis qu'il n'y ait pas de mortier en arrière, là, il va tout le temps en avoir. On a démanché, dernièrement, là, la semaine passée, j'ai démanché des jobs pour aller voir, il y avait une infiltration d'eau. C'était des jobs qui avaient été faits il y a 2 ans. Si j'avais eu mes solins bien faits, il y a tout le temps, la raison, là, c'est tout le temps le solin n'a pas été bien fait. Là, on ne respectait pas le code de la façon que c'était fait. Fait qu'on si on l'avait bien fait, on n'aurait pas eu de problème. Mais en partant, si on avait eu ça, probablement que j'aurais même pas eu de problème. Parce que là, ce que ça faisait, c'est que ça créait une piscine à cause qu'il y avait du mortier partout en arrière de ça. Il y en avait 1 pied de haut à peu près. Fait qu'avec ça, bien, au moins l'eau, elle passe. Puis de la façon qui est faite, le matelas drainant, bien, l'eau va réussir à s'en aller sur les côtés. Elle va se trouver un chemin facilement. Tu peux aller à la prochaine? Il n'y en avait pas un autre? Non. Ah, bon. Bien, il y a en passant des fiches sur le développement durable dans le guide. Bon, ça, c'était des exemples que nous, on fait, puis j'en ai d'autres qu'on fait aussi, là. Fait que si vous voulez les avoir, sûrement ceux qui sont en vente ici, c'est ça qu'il y a dedans. Ils ont été validés, entre autres, par Joël et son équipe, puis la PCHQ, la PCHQ Montréal Métro. Fait qu'on a des solutions qui sont intéressantes. Ils ont été développées par le comité de développement durable à la base de la PCHQ Montréal Métro. Les pare-vapeurs, les pare-air et tout ça. Vous reconnaissez certains de vos jobs, j'imagine, ici. Est-ce qu'il y en a qui scellent les pare-vapeurs en dedans? Scellant acoustique, tape, évidemment? OK. C'est bon? C'est étanche, c'est bon signe? OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui utilisent, qui scellent le revêtement intermédiaire dehors? Ça veut dire que soit avec un polystyrène extrudé, soit avec un isoclade, Tyvek, etc. Est-ce que vous tapez ça dehors? Est-ce que vous scellez ça? Est-ce qu'il y en a qui le font?
Non? Personne ne scelle ça dehors? On est en dedans? Oui? OK. Je suis pas sûr. Fait que... OK, là, ça commence à me faire peur. Si on pouvait en sceller juste un des deux et que ça serait légal et conforme, est-ce que vous sauveriez du temps? Oui, hein? Et que tout ça, ça serait aussi performant, sinon plus. Est-ce qu'on sauverait du temps et de l'argent à travers ça? Oui. OK? Alors, le par-air et le par-vapeur, c'est deux choses. Si on scelle un par-vapeur, il va devenir un par-air. D'accord? Si on scelle un par-air, ça ne veut rien dire. Un par-air, c'est quelque chose qui va empêcher l'air de passer, peu importe où est-ce qu'il va se trouver. Il peut être en dedans, il peut être dehors, il peut être fait avec un panneau d'isolant rigide. On a ici les amis de Owens Corning qui fabriquent un panneau d'isolant rigide avec un ruban spécial qui va aller sur les joints, qui va vous faire un excellent par-air par l'extérieur. Excellent. Numéro 1. Est-ce que j'ai besoin de sceller un par-vapeur dans ce temps-là? J'ai besoin de sceller le par-vapeur dans ce temps-là? Non. Si vous n'êtes pas sûr, il y a une formation qui se donne à l'APCHQ sur la science du bâtiment. J'invite fortement tout le monde qui n'a pas suivi cette formation-là d'assister à cette formation-là. C'est à l'intérieur de cette formation-là que vous allez apprendre c'est quoi la différence entre le par-vapeur et le par-air, mais réellement de quelle façon vous allez pouvoir sauver du temps pour pouvoir l'installer et pas faire en sorte de doubler l'ouvrage pour rien. Alors, c'est l'objectif de ça. L'idée, en fait, c'est notre système par-air, c'est comme, imaginez une boîte cadeau et que le système par-air, c'est le papier d'emballage. Qu'est-ce qui est le plus simple? Emballer un cadeau par l'intérieur de la boîte ou emballer un cadeau par l'extérieur de la boîte? S'il y en a un qui me dit qu'il le fait par l'intérieur de la boîte, je veux le voir faire. Okay? Oui, mais il faut qu'il y ait une porte dans la boîte. Alors, l'idée, c'est de travailler avec des systèmes par-air par l'extérieur de façon performante. Alors, ces formations-là sur la science du bâtiment vont vous permettre de comprendre ça davantage et être en mesure de pouvoir intervenir. Pourquoi réaliser un par-air par l'extérieur, entre autres? Vous allez l'apprendre là-dedans. Bien, c'est plus simple à réaliser. Il y a moins de gens qui vont risquer de le percer. L'électricien, il ne pourra pas le percer, à part pour sa prise à l'extérieur. Le plombier, c'est la même chose. Le gars de G-Pro qui ne touchera pas. Alors, de faire un système par-air par l'extérieur va être beaucoup plus performant, beaucoup plus facile à faire aussi. Ça va donner une excellente étanchéité à l'air, une meilleure étanchéité à l'eau, parce que si on fait bien notre étanchéité à l'air, théoriquement, bien, l'eau va avoir plus de difficultés à passer aussi, parce que l'air, c'est plus fluide que de l'eau. L'eau, où est-ce que l'air passe, l'eau va passer. Fait que si on empêche l'air passer, ça va aider. Et ça vous évite de prendre le temps de sceller un par-vapeur à l'intérieur, puisque le par-air est fait par l'extérieur. Alors ça, c'est des méthodes comme celle-là que vous pouvez apprendre à l'intérieur de la formation. Recherchez ces types de formations-là, justement. Le chauffage, maintenant. Si je peux rajouter un oui. truc. Tantôt, il y avait Benoît puis Nicolas qui en parlaient. Si vous avez, c'est par l'extérieur que ça se fait. Si vous voulez augmenter l'isolation des maisons, c'est par là que ça se fait. Fait que c'est un exemple, puis ça simplifie les choses, oui, de le sceller dehors, mais en plus, bien, vous augmentez votre efficacité. Fait que c'était un des trucs, là, au lieu de mettre du solaire ou tout ça, c'était un truc qui avait parlé. Parfait. Le chauffage. En ce moment, en ce moment, la puissance de vos systèmes de chauffage est déterminée par qui? L'électricien? Oui. Qu'est-ce qu'il fait pour déterminer la puissance des plaintes électriques qu'il va mettre dans une pièce ou la grosseur d'une fournaise? Il regarde le pied carré, puis il va multiplier fois... Si c'est un plus vieux, il va multiplier fois 10. Si c'est un moins plus vieux, il va multiplier fois 7. Qu'est-ce qui est bon? C'est quoi le chiffre? On a changé en 2012 le règlement sur l'efficacité énergétique au Québec. On isole mieux nos maisons. D'accord? On a un beau règlement. On coupe les ponts thermiques, plus d'isolation à différents endroits, meilleures fenêtres et ainsi de suite. Et vous construisez en passant des maisons, en général, qui sont pas mal étanches à l'air. Alors, vous travaillez bien. OK? Alors, si vous avez une meilleure isolation, puis une meilleure étanchéité à l'air, mais nécessairement, votre système de chauffage doit être moins puissant.
Et ça, qu'est-ce que ça fait d'avoir un système de chauffage moins puissant? Est-ce que ça va être moins confortable dans la maison? Non, pas du tout. Votre maison est plus performante. Vous avez besoin juste moins de puissance pour la chauffer. Mais qu'est-ce que vous sauvez à avoir moins de puissance? Où est-ce qu'il y a l'économie d'argent là-dedans? Les plaintes. Donc, un coût d'achat moins... Mon Dieu, il est parti, lui, là. Oh, OK. Les plaintes. Si avant ça, on installait une plainte électrique dans une pièce, qui est la plainte électrique qui avait de 1500 watts, et que maintenant, on aurait besoin de 750 watts, vous allez dire, ah ouais, ça va coûter 10, 15 piastres, 20 piastres de moins par plainte. OK, fois 10 pièces. Si je peux mettre, si j'ai moins de puissance de chauffage dans mes plaintes électriques, nécessairement, je peux mettre plus de plaintes sur le même disjoncteur. On est d'accord? Donc, je réduis mes coûts de disjoncteur aussi. J'ai plus d'espace dans mes pièces parce que ma plainte électrique est plus petite. Le client est content. Si j'ai une fournaise, bien, ma fournaise électrique a besoin d'un plus petit câble. Elle a besoin des éléments moins puissants. Si elle a besoin d'un plus petit câble électrique, je sauve sur la grosseur du câble. Mon disjoncteur, tu as besoin d'être aussi gros? Mon disjoncteur peut être plus petit. Les conduits de chauffage vont avoir besoin de faire passer moins d'air à une température X. Mes conduits peuvent être plus petits. Tout ça tout ça se traite ensemble. Si vous êtes pour faire une maison plus efficace, si vous êtes en ce moment en train de construire des maisons qui respectent le code et que votre électricien travaille encore avec une règle au pied carré qui se base sur des maisons des années 70, vous êtes dans le champ. Vous perdez par maison facilement là, un 500 $. Ou est-ce que juste un calcul sommaire va faire en sorte qu'il va tout diminuer ça? Et c'est sur de l'achat de matériaux. Il ne pourra pas dire que « Ah non, je te charge le même prix. » Mais non, c'est bol. Tu n'as pas les mêmes produits. Alors, c'est sur le produit lui-même que vous sauvez. Nécessairement, c'est un gain directement dans vos poches. En rénovation, ça peut vous éviter, si ce calcul-là est fait parce que la maison a été rénovée, parce que la maison a été améliorée, ça peut vous éviter de devoir changer un panneau électrique parce que maintenant, vous avez besoin de moins de puissance. Je fais une petite parenthèse. Ce calcul-là, il est fait selon une norme. Et cette norme-là va vous dire, entre autres, selon l'isolation, l'étanchéité à l'air, les fenêtres, etc., etc. Donc, ça peut varier d'une maison à l'autre. Fait que là, je vais prendre mon chapeau d'ingénieur et je vais dire, je ne veux pas que personne prenne pour acquis que ce que je dis ici est la Bible. Alors, maintenant, je vais vous dire, on prendrait un bungalow construit selon le code. On est aux alentours de 3 watts le pied carré. C'est une christie différence avec le 10 watts du pied carré qui est installé avant. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'une fournaise électrique pourra avoir 9 kW, parce que ça pourrait être 2 éléments de 4500, pour avoir 9 kW, on aura en masse. Parce qu'on aurait peut-être même besoin juste de 6 kW. Alors, cette notion-là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que fiez-vous pas aux 3 kWh, aux 3 watts au pied carré, mais ce calcul-là est assez simple à faire. Il y a des chartes qui existent. Sinon, il y a des entreprises qui peuvent vous faire un calcul, puis vous le sortir, et vous aurez à ce moment-là, qu'est-ce que ça implique. Ça, pour vous, c'est un gain qui est directement dans vos poches. Dernière petite partie, parce qu'on me fait signe. On est lent. Bon. L'achat de matériaux. Bon, j'ai parlé tantôt que le bois était à la hausse. Évidemment, c'est pas rien que le bois, là, c'est un petit peu tout. Mais c'est important de prendre le temps d'analyser les listes de matériaux. Puis je me concentrais dernièrement sur des trucs qu'on va voir juste à l'autre page tout après. Attends un petit peu, Joël. Mais nous, dans le passé, je vais pouvoir vous le montrer après, là, mais dans le passé, on travaillait à l'époque, là, c'est avant que je prenne la direction de l'entreprise, on travaillait avec un fournisseur de matériaux de bois. Fait que, on n'avait pas nécessairement tout le temps le meilleur prix. Maintenant, nous, on travaille avec 3 fournisseurs, puis on achète, des fois, on peut acheter 2 mois en ligne sur le même, là, mais d'habitude, il y en a tout le temps un que ça va prendre quelques mois, des fois, avant qu'il arrive avec une liste de prix qui a du bon sens. Là. Fait qu'on réussit sans doute à avoir des meilleurs prix. Il y a certains matériaux aussi. Un des trucs, c'est de négocier des prix annuels. Fait que s'il y a une hausse marquée dans l'année, vous allez la contrer. Fait que tu peux passer à l'autre diapo.
Bon, ça, c'est la liste de prix. Ce que je disais tantôt, là, c'est la liste de prix que j'ai utilisée pour calculer. Fait que ça, probablement que vous avez des meilleurs prix que ça. C'est une liste de prix détail, ben pas de détail, mais pour un autoconstructeur, OK? Fait que si vous regardez la liste de prix un petit peu plus en détail, mettons, on regarde juste la Forens. 22 cents du pied, 25 cents du pied. Fait que de la 14 pieds au lieu de la 16 pieds. Pourquoi acheter de la 16 pieds quand on peut avoir le menuisier, il ne me chargera pas plus cher pour poser de la 12 pieds. Évidemment, ben, faites attention pour ne pas vous ramasser avec plein de pertes, là. Si vous prenez de la 14 puis que vos studs sont sont aux 16 pouces, bien là, vous allez avoir nécessairement de la perte. Vous êtes peut-être mieux d'opter pour du 12 pieds dans ce temps-là. Si on s'en va dans les lisses de 2x4, là, les studs, on ne s'en sauve pas, là, les prix ne changera pas. Mais pour ce qui est des lisses, regardez dans le 2x4, le prix 825 du 1000. Puis quand on tombe 720 dans du 12 pieds, pourquoi pas faire ces lisses en 12 pieds au lieu de les faire en 16 pieds? Même chose dans le 2x6. Le 14 pieds est tout le temps moins cher dans les lisses. Puis ça, là, il n'y en a pas de perte là-dedans pratiquement. Fait qu'ils peuvent les réutiliser puis, pour des petits murs, etc. Fait que c'est un truc qu'on devrait porter une petite attention particulière quand on fait quand on décide nos prix. Au niveau des fournisseurs, ben tous les fournisseurs, ils veulent faire le maximum pour nous garder. Fait que, même si vous achetez une partie de vos produits ailleurs, ils ne se mettront pas à vous rentrer des prix poches ou à nécessairement être fâchés. C'est sûr que quand vous avez une relation, ça fait 20 ans comme nous autres on avait, puis qu'on se met à acheter à 2 autres places, c'est sûr que ça a fait un peu de friction, là, mais bon. Sauf qu'ils travaillent encore avec nous autres aujourd'hui, puis ils nous rendent des listes de prix qui ont du bon sens certains mois. C'est pas à tous les mois. Les représentants, c'est ça, ils doivent apporter une plus-value pour permettre d'innover. Puis ce qui est bon, là, c'est travailler donc avec le monde là-bas. Moi, quand j'ai fait l'exercice, évidemment, je leur ai dit, là, travaillez puis essayez de me faire le plancher le moins cher possible, dans les deux cas. J'ai donné les mêmes consignes, je voulais comparer des pommes avec des pommes. Mais ils ont changé de la façon que c'était fait. C'était pas nécessairement fait comme ça, la structure. Moi, après ça, on a adapté les plans pour le mettre sur la présentation. Fait qu'il m'a fait des propositions, puis je les ai acceptées, puis on a fait un petit changement. Des fois, là, c'est juste un truc comme ça qui va faire qu'on déplace. J'avais un modèle, là, un moment donné. Déplacer en toilette de 6 pouces, puis je vais être en ligne avec l'escalier. Sinon, je me ramasse avec des pattes partout, là. Fait qu'on l'avait fait, ça simplifiait la structure un peu. Fait que travailler avec les représentants, sont là pour vous aider, puis challengez-les. Ça va vous donner une chance. Même chose avec vos sous-traitants. Toutes les modifications que Jean-Sébastien vous parle depuis tantôt ont une répercussion ailleurs sur d'autres choses. Et vos sous-traitants vous chargent au pied carré pour faire quelque chose. Mais si la méthode pour le faire change, théoriquement, il devrait lui aussi changer son approche, changer son prix, repenser ces choses différemment. Ils ne le feront pas. Ça, c'est le bout difficile, ça. D'essayer de faire... Comme la notion des poutrelles ajourées. Tu as des poutrelles ajourées, plus facile de passer à la plomberie, l'électricité, ventilation. Alors, comment ça se fait que ces gars-là ne veulent pas vous donner un crédit lorsque vous installez des poutrelles ajourées? Il y a une approche avec les sous-traitants. Essayez de les faire participer dans le processus. Juste d'asseoir avec eux autres, hey, regarde, ça serait le fun, me semble, arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter ta job? Tu sais, que tu puisses, à quelque part, me donner de quoi en retour. Faites-le dire les choses. Ah, peut-être que il faudrait le roarer, peut-être des fois ça l'aide, c'est moins long un peu, là, pas besoin d'avoir 2 gars à la job, là, puis faites-les parler. Ils vont vous permettre comme ça de pouvoir trouver les failles là-dedans et les amener avec vous autres avec ça. C'est sûr, si vous essayez de leur rentrer ça de force, ils vont dire non, ils vont backer. Travaillez avec eux autres. OK? Donc, les améliorations de concept devraient permettre de réduire ces coûts-là et en même temps, n'ayez pas peur de mettre vos sous-traitants en compétition. Alors ça va aider pour ça. Finalement, on va me dépêcher, ça va me chicaner.
Le service après-vente. C'est le poste, comme on disait tantôt, qui est très pernicieux là-dedans. Il affecte vos revenus, votre temps et la satisfaction de vos clients. Si vous êtes en mesure de ne pas avoir de déficiences qui vont vous amener cette problématique-là, c'est sûr que ça va vous aider à plusieurs égards. Et entre autres, comment faire pour faire ça? Ça s'applique toujours autant à la construction neuve qu'à la rénovation. Respectez le code de construction 1. Si vous n'êtes pas sûr de l'assimiler ou quoi que ce soit, l'APCHQ vous êtes en mesure de pouvoir vous supporter là-dedans très, très facilement. Développez-vous un programme de contrôle qualité. Ça peut être simple, ça. Ça peut être à des étapes bien précises, avoir une certaine rigueur sur le chantier, puis avoir une liste de parachèvement de travaux avant de livrer à la maison. Juste de passer, puis d'aller voir avant que le client rentre. Parce que lorsque le client est dans la maison, puis que lui s'aperçoit des problématiques, c'est là que la merde commence. Fait que donnez-vous ces étapes-là avant, avec vos sous-traitants. Ça va vous permettre d'améliorer la satisfaction de vos clients à ce moment-là, puis de diminuer le service après-vente. Ouais. Je vais rajouter un truc. Le parachèvement, là, en passant, là, ce qui est plate, c'est souvent ça a tendance à devenir du service après-vente. Mais le parachèvement, le sous-traitant, il doit le corriger son affaire. Ça ne coûte rien. Fait que quand on met on se dépêche à le faire corriger le plus vite possible, bien, il ne nous arrivera pas à nous dire, bien là, plus garantie ou la main-d'œuvre n'est pas garantie ou vous avez toutes les mêmes excuses que moi je peux recevoir de mes sous-traitants. Là. Si vous laissez ça aller, ça va se ramasser en service après-vente. Le sous-traitant va peut-être avoir fait faillite. C'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Fait qu'il ne faut jamais laisser traîner ça. Vous allez augmenter vos coûts inutilement. Donc, en résumé, pour terminer notre présentation aujourd'hui, discutez avec vos concepteurs et vos clients. Leur faire comprendre que toute la notion de développement durable passe par la simplification puis l'optimisation des designs que vous allez avoir, qu'eux vont proposer. Suivez le code et les recommandations des fabricants aussi. C'est rare qu'on les regarde, les modes d'emploi, lorsqu'on ouvre une boîte. Mais souvent, si on fait ce qui est inscrit là-dessus, on peut sauver des étapes et éviter du trouble. Et finalement, négocier avec vos sous-traitants et fournisseurs. Ces gens-là doivent s'adapter au changement que vous allez faire parce que vous êtes le moteur de ce changement-là. Voilà. Merci.